Voilà, après entamer donc une vidéo qui traitait du repère en coordonnées cartésiennes pour un point de l'espace en fonction du temps. Quand je dis en fonction du temps, ben, vous vous rendez bien compte que je suis en mécanique et donc en cinématique, puisque c'est la position d'un point en fonction du temps, pour autant que celui-ci soit mobile, parce que s'il est fixe, bon, il ne varie pas par rapport aux autres points. Le point mobile ne varie pas par rapport aux autres points, donc là il sera dit au repos. Mais si maintenant il est bon, les distances varient par rapport aux autres points, le point M varie en fonction des autres points, les distances bien sûr, hein, et bien sûr on a la distance euclidienne qui est bon, dans l'espace métrique, parce que j'ai considéré un espace mathématique qui était un espace métrique avec des distances euclidiennes, et bien sûr à l'intérieur des vecteurs liés et des vecteurs libres, des vecteurs libres définis par une équivalence auquel on prenait les vecteurs liés qui avaient le même direction, même sens et même norme. Je veux dire par là que on a bien un espace ponctuel de points P, un espace de vecteurs libres, enfin un ensemble de vecteurs libres dans cet espace ponctuel P. Voilà, on définit l'ensemble des vecteurs libres de l'espace ponctuel P, qui a une infinité triple de points, donc on a en fait dans R3, si vous voulez. Ici, on traite R3. Voilà, et on a un espace euclidien dedans, avec la distance, et donc le produit scalaire, et le produit scalaire, et les directions. Les directions sont définies. On sait définir la direction, on sait définir les distances, etc. Donc, fatalement, la norme d'un vecteur qui est un couple de points, voilà, pris par rapport à des vecteurs liés, mais suivant une définition, par rapport à une équivalence. Ouais, allez voir la vidéo correspondante, vous allez voir comment on interprète, je veux dire, les vecteurs libres à partir de vecteurs liés. Alors, ce qu'il y a, c'est que, bon, généralement on utilise un repère cartésien, mais il se peut que de temps en temps on utilise un repère polaire cylindrique quand on a un axe de rotation qui va faire en sorte que, bon, on aura voilà, une forme de on va avoir une forme en rapport avec une rotation autour d'une ligne autour d'un axe fixe, delta. Voilà. Et là, on pourra utiliser un repère polaire qui est plus adapté au repère cartésien. Le repère cartésien, c'est celui le plus connu qu'on utilise le plus souvent. Voilà, mais il se peut que pour certaines applications, on fasse usage d'un repère cylindrique polaire qui, lui, est utilisé quand on a un axe de révolution. Un axe de révolution, voilà, d'une ligne. Une ligne qui va tourner autour d'un axe de révolution. Là, on va utiliser non pas le repère cartésien, mais le repère cylindrique polaire qui est en fait défini à partir du repère cylindrique. Et la vidéo précédente avait justement fait la relation entre x, qui était une coordonnée cartésienne, et ρ cosinus θ, voilà, où θ était l'angle entre x et la projection du vecteur sur le plan OXY. Allez voir la vidéo précédente. Y est égal à ρ sinus θ et z est égal à z. Voilà. Ça veut dire que ce qui est polaire, en fait, c'est en XY, parce qu'en fait, on a décidé que le rayon, que le cosinus directeur était défini dans le plan OXY. Voilà. Alors, je vais malgré tout faire le dessin. Ça, c'était la vidéo précédente qui expliquait ça. Bon, mais sachez que en faisant ça, regardez qu'est-ce qui va se passer. Tout d'abord, je me réfère à un axe, un tri-rectangle, qui est le plus adapté pour expliquer beaucoup de choses, IJK, mais ici je suis dans un repère polaire. Voilà. Alors, par rapport à ce qu'on avait fait précédemment, on avait donc avec un point M de l'espace, et là on avait un rayon vecteur lié par rapport à l'origine, donc j'avais le vecteur OM. De ce vecteur OM, on faisait une projection orthogonale
sur le plan OX, Y, pour avoir un point M', qui est le point, si vous voulez, c'est comme si on trace la droite MM', perpendiculaire, je veux dire, au plan. Hein, c'est une droite qui est perpendiculaire au plan OXY et passant par M. Voilà, ou si vous voulez, c'est une projection orthogonale. Et M' est, si vous voulez, soit le point de percée de la droite MM' sur le plan OXY, ou encore la projection orthogonale de M sur le plan OXY qui est M'. Voilà. Alors, ceci étant défini, je vais enlever les IJK pour avoir un peu plus de vue et dessiner d'autres choses. Voilà, là le point de percée de la droite MM' sur le plan OXY. Et bien, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dessine le vecteur OM'. Voilà. Je dessine le vecteur OM' qui n'est tout autre que ben, c'est la projection orthogonale du vecteur OM sur le plan OXY. Bon, on aurait pu faire sur un autre plan. Hein. Je vous dis ici, quand je vous écrivais les équations ici, ben, la projection, elle se fait. Voilà, la projection a été décidée par rapport au plan OXY. Bon, vous pouvez. Ça veut dire que ce qui est polaire, c'est ici, c'est en XY. Vous aurez pu avoir du polaire en YZ ou en XZ. Voilà. Mais généralement, dans les coordonnées cylindriques, ce qui est polaire, c'est le XY. Ça veut dire qu'on a projeté sur le plan OXY. Bon, rien n'empêche de projeter dans un plan ailleurs, mais bon, les définitions sont ce qu'elles sont, il faut les accepter telles quelles. Donc on a projeté sur OXY, et donc fatalement on a le cosinus directeur, cosinus θ, avec θ qui est l'angle entre x et le vecteur OM, c'est-à-dire qu'on aura θ ici. Donc θ, c'est l'angle formé par ceci, voilà. Voilà θ. Donc le θ, il est défini. Alors, ici, on va définir un vecteur de base. Tout comme on avait un vecteur de base IJK, on va définir un vecteur de base qui sera le vecteur U. Ce qui veut dire que OM est égal à le vecteur OM est égal à ρ fois U. C'est-à-dire que la norme de OM vaut ρ. C'est-à-dire que le module ici, la norme, je m'excuse, la norme d'ici du vecteur OM' vaut ρ. Il vaut ρ. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on a ici. Le ρ, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la valeur du vecteur c'est la norme du vecteur projeté. La norme du vecteur projeté qui est ici. Et le θ, ben, c'est l'angle entre les x et les y. Voilà. Voilà. Bon, ceci étant dit, là on a un vecteur de U. On a IJK. Bon, donc ça veut dire quand j'écris ceci, ben, je fais référence à une base O, I, J, K. Voilà. Voilà. Par rapport à ceci. Voilà. Ceci, le z égale z, ça veut dire qu'on maintient le k ici. Par contre, ces deux-là, ben, c'est un vecteur u. Je n'ai que deux vecteurs u, k, et bien sûr une origine. On a deux vecteurs uk. Voilà. Là, c'est comme si ces deux-ci font référence à un vecteur u. Voilà. Allez voir la vidéo précédente, ça fait référence au vecteur u. Donc ça veut dire que je peux exprimer la projection sur x du vecteur OM' et sur y de OM' grâce au vecteur u, parce que u est sur le plan OXY. Voilà. Je ne vais pas refaire la démonstration que j'avais faite auparavant, mais allez voir la vidéo précédente. Bon, on exprime, là on n'a que deux vecteurs, u et k. U et k. On a le vecteur u. Bon, maintenant, c'est de bien exprimer au niveau des couleurs. Je vais le faire en couleur. Donc, on a deux vecteurs, U. Je ne sais pas quelle couleur que je pourrais faire en noir. Bon, il me reste du noir. Donc, on va exprimer le vecteur unitaire. Je rappelle que la norme de U fait 1. Pourquoi? Parce que c'est un vecteur unitaire. Hein. Donc, fatalement, ici, on a un cosinus directeur. Hein. Voilà, cosinus. Alors, la norme de U fait 1. On a le vecteur U et on a le vecteur K. Donc, précédemment, on exprimait OM' en fonction de U.
Et grâce à ce fameux U, voilà, j'avais une liaison entre le vecteur I et K. I et J, pardon, je m'excuse. On avait une liaison entre I et J. C'est vrai parce qu'au M', on peut avoir comment est-ce qu'on appelle ça, les composants du vecteur OM' sur X, et je peux avoir les composantes OM' sur Y. Et là, par rapport à les composantes par rapport à OM' sur X sont données grâce au vecteur de base I, et les composants du vecteur OM' sur Y sont donnés grâce au vecteur de base J. Voilà. Mais IJK, c'est dans un repère OIJK, c'est-à-dire dans la base canonique normale qu'on utilise assez souvent, c'est-à-dire le repère cartésien. Mais ici, bon, pour définir ceci, allez voir la vidéo précédente, je le rappelle encore une fois, x égale rho cosinus θ et rho sinus θ, ben, il a fallu définir un vecteur U. Voilà, U reprend ceci. Voilà. Au travers de rho fois U. Ça c'est rho fois U. Alors si vous le décomposez, ben, dans une base IJ, ben, rho fois U va donner rho cosinus θ et rho sinus θ en I et en J. Voilà, donc ça c'est rho fois U. Donc ici quelque part, en coordonnées cylindriques polaires, ben, j'ai U et K. Donc j'ai deux bases. I, J, K, c'est la base normale. C'est la base normale. Voilà, composée d'une origine et de trois vecteurs de base IJK. Voilà. Par contre, là, j'ai une origine et deux vecteurs de base. Alors maintenant, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'adapter une situation où je recrée un nouveau système trirectangle grâce à U et K? Ben oui, il y a moyen, facilement même. Pourquoi? Parce que si on a U et K, ben je peux définir un vecteur P par l'entremise de... je vous rappelle que ici, I produit scalaire, produit vectoriel J, I vers J donne K. Voilà. I vers J donne K. Ça, on le sait. Et donc, ici, on va faire de même. Pour avoir un trirectangle, on va avoir un troisième vecteur. On va définir un troisième vecteur pour avoir UPK, UKP. De telle manière que quand on fait le produit vectoriel U vers K, ça fasse P. U vers K doit faire P. Voilà. Ce qui veut dire que U vers K fait P, ça veut dire que si j'ai U ici, j'ai U ici, j'ai K ici, ben, le troisième, il va être perpendiculaire par là. Donc j'aurai le vecteur P. Donc j'ai bien U vers K donne P. Et c'est un nouveau système de référence UKP. UKP. Donc j'ai un nouveau système de référence qui est le suivant. Bien sûr lié à l'origine O. Il est lié à l'origine O. Donc on aura le système de référence nouveau pour qui est un système de référence cartésien aussi. U cartésien, mais en fonction de θ, hein, qui sera donné en fonction de θ bien sûr. Donc ici U, K et P. UKP. Donc j'ai un nouveau système de référence, un trié trirectangle. J'ai un trié trirectangle. UKP, donc on ne va plus jouer avec IJK, mais UKP. Bon, alors le tout c'est de former cette base. Cette base, qu'est-ce qu'elle vaut? On va chercher cette base. Alors pour ça, donc ça c'est les transformations de coordonnées polaires en cartésien ou inversement. Hein, si vous pouvez trouver passer du polaire au cartésien ou du cartésien au polaire, c'est pas un problème. Je vais mettre les formules. Donc x égale rho cosinus θ
y est égal à rho sinus θ, et z égale z. Voilà, z, il n'y a rien qui bouge pour z. Les coordonnées polaires, elles sont là. Bon, ben maintenant, si vous faites x carré plus y carré, racine carrée, vous allez avoir rho. Hein, rho carré, cos carré θ plus rho carré sinus carré θ correspond à x carré plus y carré. Cos carré plus sin carré, ça fait 1. Si vous sortez le rho, il reste rho carré, racine carrée de rho carré, ça fait rho. Voilà. Et donc, si vous voulez maintenant le θ, comment trouver le θ? Ben, vous faites y sur x. Si vous faites y sur x, ben, vous allez avoir sinus sur cosinus, ce qui fait tangente θ. Donc, pour avoir le θ, c'est arctangente θ vous donne le y sur x. Bon, ça c'est le passage coordonné polaire en cartésien et le passage de cartésien en polaire. En cartésien en polaire, vous avez le rho, vous avez le θ. En faisant arctangente θ, vous avez le θ. Vous avez rho et θ, ben, vous avez tout. Et le z, il n'y a rien à faire parce que z, il n'y en a rien à changer, il ne change pas. Le z, c'est le z. Bon, maintenant, on va voir ce que ça donne dans un nouveau repère UPK. Voilà, dans un repère U qui est le vecteur, voilà, le vecteur de base du vecteur OM', voilà, et qui est la projetée de OM, hein, c'est par rapport à la projetée de OM, P, K, qui est la base, qui provient de la base classique IJK, et en fait ça va donner un vecteur P. Alors je vous rappelle que la norme de K égale la norme de U égale la norme de P. K égale la norme de U égale la norme de P. Et tout ça, ça fait bien sûr 1, parce que voilà, donc on a bien une base canonique. UPK, UKP. UKP. Voilà. Alors, donc, je vous rappelle que par rapport à J, on a I et J qui sont là. Voilà. Ce qui veut dire que le I va tourner d'un angle θ ici pour aller sur U. Voilà. Et normalement, oui, et le J va tourner d'un angle aussi θ pour aller sur P. Donc en fait, on va dire, on va faire une rotation. C'est comme si on faisait une rotation du vecteur IJ sur UP. Sur UP. IJ, donc c'est une rotation de IJ sur UP. Donc maintenant, le tout c'est de trouver les matrices correspondantes de rotation de la base. On va faire une rotation de la base. On va regarder qu'est-ce que ça vaut. Voilà. Alors, si on se rappelle, je vous ai mis à l'instant x égale rho cosinus θ, y égale rho sinus θ, et z égale z. Maintenant, ça je vous ai dit que c'était le vecteur u, hein, donc rho cosinus θ plus, bien sûr, i plus rho sinus θ j, ben ça c'est rho, c'est rho fois u. Voilà, c'est rho fois u. Rho fois u. Ce qui veut dire que u, ben, on voit tout de suite que u c'est cosinus θ, i plus sinus θ plus sinus θ, j. Voilà, il suffit de diviser par rho. Et c'est évident, c'est évident. Donc, que vaut le u? Le u vaut cosinus θ, i plus sinus θ, j. Ce sont les cosinus directeurs, total cosinus directeur. Je rappelle que c'est avec vecteur unitaire, parce que la norme de u, elle fait bien cos carré θ plus sin carré θ. Racine carrée, ben, cos carré plus sin carré, ça fait bien 1. La norme de u, ça fait bien 1. Donc on a bien un vecteur unitaire. U est bien un vecteur unitaire. Voilà. Et en plus de ça, ben, comment on a trouvé ce fameux u par rapport à ij, ben, le u était là, le i était ici, et le j était ici. Voilà. Ben, c'est tout simplement, là c'est le cosinus directeur, c'est-à-dire on a θ, donne la direction par rapport à i. Voilà. Donc on a bien un cosinus θ. Et là-bas, c'est un angle complémentaire. Donc c'est le cosinus de, hein, c'est la projection, on a le côté
adjacent sur l'hypoténuse. L'hypoténuse fait 1. L'adjacent, c'est la composante en, en x de u. C'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Bien, on a le y qui vaut cosinus de l'angle ici. Mais l'angle ici, c'est le complémentaire de celui-là. Voilà, là, c'est cosinus de psi. Mais le cosinus de psi c'est θ, θ moins 90. Psi vaut θ moins 90. Donc c'est cosinus de θ moins 90, ce qui fait sinus de θ. Et voilà pourquoi on a sinus de θ en y. Et en x, ben, c'est côté adjacent pour avoir la composante sur l'hypoténuse. Côté adjacent, ben, c'est sur x, sa composante en x, donc i. Voilà, composante en x sur i, sur l'hypoténuse qui vaut 1. Voilà, donc en fait, on a bien un cosinus θ et là un sinus θ. Voilà, enfin, ceci étant dit, allez voir la vidéo précédente, j'avais expliqué ceci. Bon, de toute façon, c'est un cosinus directeur, il n'y a pas de problème. Vous faites cosinus θ et l'autre, voilà, c'est le complément. Donc ce sera un sinus θ. Un cosinus directeur vous donne directement les cosinus. Hein. Là, si vous avez θ et là phi, ben vous aurez là en j, vous aurez cosinus phi. Et là, on aura cosinus θ pour j et pour i. On aura ça, mais comme là, ils sont complémentaires, fatalement, on aura un sinus. Ben, sinon, c'est des cosinus directeurs. Cosinus, on donne toujours des cosinus. Les cosinus directeurs, c'est toujours des cosinus. Par exemple, si vous prenez un espace en 3D, ben là, on aura cosinus alpha par rapport à i. Voilà, par rapport à i, on aura cosinus alpha, cosinus bêta par rapport à j et cosinus gamma par rapport à k. Voilà. Donc on a toujours des cosinus. Quand on a des cosinus directeurs, c'est de représenter les angles par rapport aux axes. Aux axes, on a les cosinus directeurs. Et ça sera toujours des cosinus. Mais ici, c'est un sinus parce que c'est un complément. Je retombe sur un complément, un angle complémentaire. Voilà. Ceci étant dit, aussi bien que le u vaut cosinus θ. Bon, maintenant, on sait que donc on va exprimer les vecteurs u, pk en fonction des vecteurs unitaires ijk, sachant que c'est tout simplement i et j qui vont tourner pour faire une rotation et arriver sur tout simplement p pour i et j sur p. Donc i, la rotation de i va tourner sur P pour avoir un nouveau repère. Voilà. Et J va tourner sur ici c'est U, je m'excuse, hein, c'est U. Voilà. I va tourner sur U et J va tourner pour aller se fixer sur P. Voilà. Le K, il reste toujours K. Voilà. Alors, avec ce que je viens de vous dire, je peux déjà écrire les équations en écrivant que vaut U. Ben, U vaudra cosinus θ I plus J plus sinus θ J. Voilà. Ben, le K, ça va rester K, ça ne bouge pas. Voilà. Voilà. Mais maintenant, passer de la base O, I, J, K, à la base, bien sûr, on va faire une transformation pour passer, c'est une rotation tout simplement des vecteurs de base. I et J, hein, ils vont faire une rotation, parce que K va rester toujours K. Ouais. I va aller sur... donc l'origine, c'est toujours la même origine. L'origine ne change pas. I va aller sur U, et J va aller sur P. Et voilà, on aura UPK. Voilà la nouvelle base. En faisant roter la rotation de I, IJ va roter pour aller sur U et P. Et le K va rester K. Le K va rester K. Voilà, le vecteur K va rester K. C'est tous des vecteurs, hein, des vecteurs de base. Donc, voilà. Et le K va rester K. Voilà, donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas. Mais pour ça, on va jouer sur base de matrices. Donc c'est le système, les matrices et les produits scalaires qui vont nous, je veux dire, nous faire apparaître tout ça. Alors, comment trouver le vecteur P? Eh bien, connaissant, qu'est-ce qu'on connaît pour l'instant? On connaît U et K. On connaît U et K. Ben, je vais faire le produit vectoriel de U par K, va me donner le vecteur P.
Donc, je connais le vecteur U, je connais le vecteur K, je connais les composantes U, les composants du vecteur K, je peux trouver les composants du vecteur P. Chose que je vais faire tout de suite. Donc, on va faire le produit vecteur de U vectoriel U vers K va nous donner P. U vers K va nous donner P. Alors, on va traiter ça. U vers, donc on a bien U, on a le vecteur K, je cherche le vecteur P. Je m'excuse parce qu'en fait je vais juste interrompre 2 secondes parce qu'il y a quelque chose qui... Voilà, donc je disais, je vais chercher le vecteur P en faisant U vectoriel K pour trouver P. U vers K va me donner P. Bon, vecteur P. Maintenant, ce vecteur U, ben, il est connu, puisque je vous ai dit que U n'est tout autre que U cosinus θ I plus J plus sinus θ J. Voilà, et K est connu. Donc, je vais mettre dans une matrice pour faire U vers K, U vectoriel K. Voilà, donc on va le faire au travers de matrices. Voilà, on va mettre donc UPK, UKP. Non, IJK, je m'excuse. IJK. IJK. Oui, parce que la nouvelle matrice P sera en fonction du JK. Voilà, je vais baser toujours sur l'ancien repère avant de trouver le nouveau repère. Je suis qu'en train de rechercher pour voir où je vais tomber pour passer de l'ancien au nouveau repère. Mais en attendant, je suis toujours à l'ancien parce que je joue avec IJK. U, comment est exprimé par rapport le U qui est le nouveau, je cherche le P, je connais le U par rapport à l'ancien, c'est ça, par rapport à l'ancien IJK. Le K par rapport à l'ancien IJK, mais il n'y a rien à faire, c'est K. Donc ce qui veut dire que je dois mettre IJK, le U il vaut cosinus θ, sinus θ en J, et 0, il n'y a pas de K. Il n'y a pas de K. Voilà, pour le K, là, ici, il vaut 0 en I, 0 en J, et il vaut K ici. Voilà. Alors, maintenant, on va calculer ce déterminant, cosinus θ, 0, J, par la méthode de Sarus, sinus θ, et voilà, on va mettre 0. Ce qui veut dire qu'ici, on a I fois K, c'est même pas la peine de calculer, parce que I fois K, c'est deux vecteurs qui sont perpendiculaires, le produit scalaire il est nul. Voilà, là on a 0, là on a 0, là on a sinus θ fois K. Non, on a 0, et il nous reste K K. Qu'est-ce qui nous reste? U vers K. J'ai le vecteur U, j'ai le vecteur K. Si je fais U vers K, ouais, U vers K va me donner un vecteur comme ça. Donc là, je me trompe déjà. Le vecteur P, normalement, il doit être orienté dans l'autre sens. C'est pas U vers K, en fait, c'est K vers U. Donc là, je me trompe déjà. C'est déjà pas U vers K, mais K vers U. Pour trouver le P qui est dans... Parce que j'ai U ici comme ceci, j'ai le K comme ceci, mais le P, il est dans le sens par là, et pas par là. Donc c'est pas K vers U, mais U vers K. Donc c'est le sens par là. Sinon, ils seront opposés. Bon, moi, j'avais pensé mettre le vecteur P par là. Voilà, donc P est égal à, non pas U vers K, mais non pas U vers K, parce que si je fais tourner un tire-bouchon de U vers K, il va me donner un vecteur comme ceci. Mais si je fais tourner un tire-bouchon de K
vers U, à ce moment, on sort, voilà, le tire-bouchon ira dans le sens de P. Donc on a, c'est K vers U. K vers U. Donc je me suis déjà trompé à ce niveau-là. Voilà, parce que le produit vectoriel est anticommutatif, il va donner si je fais U vers K et K vers U, ça va donner deux opposés. Hein. Voilà. Bon, alors on va retraiter le problème. Bon, je vais reprendre I, J, K. Voilà, je vais mettre le vecteur d'abord K, mais K c'est 0, 0, 1, ouais, parce que c'est 1K. 1K. Et alors là, pour le U, ben, le U c'est, en I c'est cosinus θ, en J sinus θ, et en K, ben, il y a 0. Voilà. Maintenant je peux appliquer ça. Là on est dans le bon, ça fait I 0 cosinus θ. Là on va mettre J 0 sinus θ. Voilà. Alors, c'est égal à quoi? Là on a 0, là on a cosinus θj, cosinus θj, 0, 0, 0, moins sinus θi. Moins sinus θi, voilà, 0, 0. Voilà. Donc le produit K vers U nous donne ceci. Le P est déterminé maintenant. On connaît le P. Voilà, je vais l'écrire ici. Que vaut le P? Tout est déterminé. On a ceci, ça vaut moins sinus θ I plus cosinus θ J. Bon, on va s'arrêter là, on va regarder ce que ça donne. Donc le repère, le nouveau repère, c'est le repère UPK. UPK. Donc je vais refaire ceci, ouais, parce que c'est U qui est mon I, mon ex-I qui devient U. Le I va sur U, le J va sur P, voilà, sur P, et le K reste le K. Donc ce qui veut dire qu'ici, il y a juste quelque chose pour rester, je veux dire, voilà, on aura K est égal à K. Voilà. Voilà. Et là, on a notre fameux trirectangle d'origine O, U, P, virgule, K. Voilà, voilà. Bon, je vais le réécrire. Donc le U, voilà, il faut qu'on voie à l'écran. Donc c'est U est égal à cosinus θi plus J sinus θ J. Alors le P il va moins sinus θ I plus, je sais pas pourquoi je mets un J, je suis pas dans les complexes, hein. Je suis pas dans les complexes, je fais un mélange là. Cosinus θ J et l'autre ce sera K. Voilà. Et là je détermine UPK. Là j'ai K égale K. Voilà. Là j'ai le trièdre, un trirectangle O, U, P et K. Voilà mon nouveau trièdre rectangle. Ou l'ancien c'était O, I, J, K. Mais je vais exprimer le nouveau par rapport à l'ancien et l'ancien par rapport au nouveau sans aucun problème. Bon, ici il y a juste une remarque à faire, c'est que ceci, on remarque tout de suite que P est tout simplement la dérivée de U par rapport à θ. Voilà. Si je fais la dérivée de U par rapport à θ, j'ai une perpendiculaire, j'ai un vecteur qui lui est perpendiculaire. Voilà. Si je fais, regardez, dérivée de cosinus, c'est moins sin, voilà, et dérivée de sin, c'est cos. Donc on a, si la dérivée de U, c'est P. Dérivée de U par rapport à θ. Par rapport à θ, voilà. Voilà. C'est P. Si je dérive normalement ceci, j'ai ceci. Voilà. Alors, maintenant qu'on sait tout ça,
Donc ça c'est une petite remarque, hein. Bon, ça n'intervient pas ici pour la matrice de changement de, pour la matrice de rotation, mais enfin voilà, c'est une petite remarque que je dis. Donc le U vaut cosinus θ I plus sinus θ J, le P sinus θ I plus cosinus θ J, et le K vaut K. Voilà, maintenant, pour moi, c'est de trouver une matrice, voilà, une matrice qui ferait, là je vais écrire 0K, là j'ai 0K, là j'ai 0I, 0I plus 0J plus 1K. Voilà. Alors, le but c'est de trouver une matrice de telle manière que ce que j'ai le passage de l'un à l'autre, mais bon, une fois que j'ai trouvé le passage de l'un à l'autre, ben, il sera aisé de trouver la voie inverse. La voie inverse. C'est-à-dire que ici, moi je veux d'abord rechercher le UPK par rapport à IJK. Voilà, c'est de trouver la matrice ici de transformation pour passer du repère UPK vers le IJK. Alors, on sait bien que là, si je fais U fois cosinus, je dois avoir ici le produit matriciel. Si on se rappelle du produit matriciel, comment il va, mais il suffit de disposer U, P, K, et là j'ai une matrice, voilà, avec des valeurs alpha, bêta, gamma. Pourquoi alpha, bêta, gamma? Parce que c'est une matrice comportant IJK. Voilà. Alors, en résultat, ben, on doit avoir bon, U, je dois avoir U vaut bon, je vais faire de deux méthodes possibles. Je vais le faire de deux méthodes possibles. Vous allez voir, je ferai une autre vidéo pour la seconde méthode, mais je vais le faire de deux méthodes possibles. Bon, alors ici, je vais d'abord faire IJK. Regardez comment je vais adopter la façon de voir les choses. Je vais avoir IJK. Je vais faire deux méthodes, une vidéo avec deux méthodes, parce que j'ai pensé à faire... Je vois comment il faut faire deux méthodes, là, à ce niveau-là. Je ferai la deuxième méthode par voie de, voilà, d'une seconde vidéo. Mais on va entamer ceci comme ça. D'abord faire la transformation par IJK, c'est plus facile. C'est-à-dire qu'ici, j'aurai cosinus θ I, voilà, cosinus θ I, voilà, là j'aurai U, P et K. Voilà, il y aura deux méthodes. Hein. Cette vidéo ça fera par cette méthode que je vais faire maintenant. Je vais d'abord exprimer IJK, puis je vais faire la matrice inverse pour trouver UPK par rapport à IJK. Voilà, et je ferai une seconde méthode, vous allez voir, par les produits scalaires. Voilà. Ben, ici, la plus facile, c'est celle-là. Comme on a déjà ça, ben, on sait écrire des écritures. Hein. Cosinus θ I plus sinus θ J, ça veut dire que ici, le produit matriciel va donner sinus θ J ici,
Et là, on a 0K. Donc ça veut dire qu'on a 0. Bon, le P, donc on a moins sinus θ. Là, on a cosinus θ. Et là, on a 0. Bon, ça c'est une chose. Alors maintenant, ici, on a 0 en I, 0 en J et 1 en K. Voilà. Si vous faites le produit matriciel, vous allez avoir cosinus θ I plus sinus θ J plus 0K. Voilà pour la première, pour U. Pour P, on va avoir moins sinus θ I plus cosinus θ J plus 0. Et là, 0I plus 0J plus 1K. Voilà. Alors, maintenant, il est aisé de trouver UPK par rapport à IJK. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, regardez bien, maintenant, on est en plein dans le domaine de calcul matriciel. Ici, on sait bien que si je prends la matrice extraite, je prends la matrice extraite, bon, qui est fort connue, hein, je vais prendre cosinus θ, sinus θ, cosinus θ, sinus θ, moins sinus θ, cosinus θ. Bon, voyons voir le déterminant de ça. C'est une matrice de 2, un peu spéciale. Pourquoi? Parce que si je fais cos carré, je vais appliquer la règle, non pas de Sarus parce que c'est pour une 3x3, mais la règle de, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin bref, c'est une 2x2, je fais le produit en croix, c'est simplement. C'est pas Sarus, c'est Cramer, voilà, méthode de Cramer. C'est méthode de Cramer, non pas Sarus. Ça fait cos carré plus sin carré, et ça fait 1. Là, on a une matrice qui fait 1. Maintenant, regardez bien. Cos θ, sinus θ, moins sinus θ fois cosinus θ. Je vais multiplier par la transposée, c'est-à-dire la transposée, ben, les cosinus θ ne changent pas. Je vais juste transposer ces deux-ci. On va avoir moins sinus θ ici et cosinus θ ici. Voilà. Alors, si je multiplie les deux, je vais avoir cos carré θ. Oui, je vais repositionner pour ne pas me tromper. Donc, cos θ, cos θ, je me suis pas trompé ici. Cos sin, ouais, cos sinus θ. Voilà, moins sin θ, cos θ. Moins sin θ, cos θ. Par contre, ici, je me suis trompé, parce que c'est cos θ, cos θ. Si vous prenez la transposée de ça, ben, ça reste à leur place. Hein. Les AII, si je transpose les AII, ça reste des AI, ça reste des AII. Hein. Vous transposez le II, bon, c'est symétrique, donc voilà, c'est réflexif, et voilà, c'est réflexif. On a une réflexivité sur lui-même, voilà. Donc ici, on a cos θ, là on aura, si je transpose, j'aurai sin θ là et moins sin θ là. Voilà. Alors regardez bien ce qui va se passer. Si je multiplie, j'aurai cos carré θ plus sin carré θ. Là j'ai 1. Ici j'aurai moins cosinus θ fois moins sinus θ, c'est moins sin θ cos θ. Et là, plus sin θ cos θ, ce qui veut dire qu'on a 0. Là, si je fais moins sin θ fois cos θ, c'est moins sin θ cos θ, plus cos θ sin θ, ce qui fait 0. Et le dernier, sin carré θ plus cos carré θ. Voilà. Vous voyez qu'est-ce qui se passe. Quand je fais la matrice A fois sa transposée, mais vous pouvez essayer l'inverse, la transposée de A fois A, j'obtiens la matrice identité. Quand on a ceci, on a ce qu'on a à faire une matrice orthogonale. En plus de ça, le déterminant vaut 1. On a une matrice orthogonale. Voilà, grâce à cette propriété d'orthogonalité, ben, je vais pouvoir trouver l'inverse, sans passer par le calcul de déterminant, l'inverse d'un déterminant.
Alors, si c'est vrai pour cette matrice de 2, mais ici, je mets juste un 1 et 2 0 ici, ben, j'augmente la taille de la matrice à une 3, 3, ben, ce sera vrai aussi. Celle-ci, elle est orthogonale. D'ailleurs, je vais vous prouver tout de suite. On va calculer ce déterminant. Maintenant, je vais le faire avec une 3, 3, et là, c'est la règle de, non pas de Cramer, mais de Sarus, sinus θ 0, moins sinus θ, cosinus θ 0, 0 et 0, 0, 1. Bon, on va calculer ce déterminant par la méthode de Sarus parce que c'est une 3, 3. Voilà. Donc on va mettre cosinus θ ici, moins sinus θ, 0, sinus θ, cosinus θ et 0. Là, qu'est-ce qu'on a? On a cos carré, θ bien sûr, 0, 0, 0, 0, 0, plus sin carré θ, voilà, et 0. Voilà, on a cos carré plus sin carré θ, ça fait 1. Donc le déterminant de la matrice, elle fait 1. Oui, voilà, le déterminant fait 1. Et maintenant, regardez bien, si je fais cosinus θ, sinus θ, 0, moins sinus θ, cosinus θ, 0, 0, 0, 1, multiplié par sa transposée, vous allez voir qu'on va avoir attrapé une matrice unitaire. Avec voilà 1, 1, 1, 0, 0, 0 partout. Donc ce qui était vrai pour une matrice de 2, ici j'augmente en mettant 0, 0 et un point pivot ici, mais je vais augmenter la taille de la matrice à une 3, 3, tout en gardant, je veux dire, l'orthogonalité. Voilà, j'ai juste augmenté la taille de la matrice à une 3, 3. Par rapport à la précédente qui était une 2, 2. Voilà. Et donc ce qui était vrai pour la 2, 2 sera vrai pour la 3, 3 parce que voilà, je vais mettre des 0 ici et un point pivot égale à 1. Donc ça ne changera pas. Bon, maintenant on va faire la transposée. Ce qui est au milieu ne change pas. Enfin, sur la diagonale ne changera pas. Cosinus θ 1. Là, moins sinus θ va donner sinus θ. 0 va laisser 0. Là, on a moins sinus θ. Ici, on a 0. Là, on a 0, 0, et voilà. Bon, on va multiplier les deux matrices ensemble. Voilà. Je vais mettre le résultat ici, ici en tout petit. Ça ne changera rien qu'il est petit ou grand. Voilà, là je vais faire cos carré fois cos, ça fait cos carré, plus sin carré, ça fait 1, et 0 fois 0, ça fait 1. Donc on a un 1 déjà ici. Ensuite on va faire celui-ci, moins cos θ sinus θ, cosinus plus cos θ sinus θ, ça fait 0, c'est deux opposés, et 0 fois 0, ça fait 0. Donc on a un 0 ici. Là on va voir 0 fois cosinus θ, ça fait 0, 0 fois sinus θ, ça fait 0, 1 fois 0, ça fait 0. Bon, on a un 0 là. Alors là on a moins cosinus θ sinus θ, plus cosinus θ, sinus θ, c'est deux opposés, ça fait 0, et 0 fois 0, ça fait 0, on a un 0 ici. Cosinus fois 0, ça fait 0, sinus fois 0, ça fait 0, 1 fois 0, ça fait 0, on a un 0 là. Moins sinus carré, on va faire la ligne ici, moins sinus θ, cosinus θ, plus cosinus θ, sinus θ, moins ici, ouais, ça je l'ai déjà fait, je m'excuse, je vais faire celui-ci, moins sinus θ cos θ, ouais, là ça fera moins sinus θ fois moins sinus θ, ça fait sinus carré θ, plus cos carré θ, plus 0, ce qui fait 1. Voilà. Alors, je vais faire celui-ci. Moins sinus θ fois 0, ça fait 0. Cosinus θ fois 0, ça fait 0. 1 fois 0, ça fait 0. Voilà. Ici, on va faire celui-là. 0 fois moins sinus θ, 0. Cosinus θ fois 0, ça fait 0. Et 1 fois 0, ça fait 0. Si on additionne le tout, ça fait 0. Et le dernier, 0 fois 0, ça fait 0. Plus 0 fois 0, ça fait 0. Et 1 fois 1, ça fait 1. 0 plus 0 plus 1, ça fait 1. Donc on a une matrice unité. Voilà. Alors, ce qui veut dire que là, je vous prouve bien que, enfin, c'est pas que je vous prouve, mais que la matrice là, 3, 3, c'est normal parce que c'est une base orthonormale. C'est une base orthonormale, donc on a affaire à la matrice orthogonale. Donc, ce qui veut dire que là, A fois la transposée de A est égal à enfin, la matrice transposée fois A vaut l'identité. Voilà. Et grâce à ça, je ne suis pas obligé de passer par, pour trouver l'inverse d'une matrice,
qui est 1 sur les déterminants de la matrice A fois la transposée de l'adjointe de la matrice. Voilà. Je ne dois pas passer par tout ça. Sachez que le déterminant il vaut 1, donc c'est déjà encore plus facile parce qu'il vaut 1. Transposé de l'adjointe, c'est voilà, comme c'est une matrice orthogonale. Voilà, donc connaissant la matrice A ou son adjointe, je peux trouver en faisant comment, ben, j'écris que si A fois la transposée de A vaut I, ben, pour avoir la transposée, pour avoir l'inverse, je sais trouver l'inverse. Je sais avoir l'inverse. On sait bien qu'une matrice fois son inverse, ça fait I. Donc en fait, l'inverse est égal à sa transposée. L'inverse est égal à sa transposée. Donc ce qui veut dire qu'ici, je ne vais même pas appliquer la formule de l'inverse du déterminant fois la transposée de l'adjointe. Je vais juste tout simplement transposer ça. Et je vais trouver tout simplement l'inverse de la matrice, tout simplement. Alors comment? En faisant IJ, bien sûr, exprimer cette fois-ci IJK par rapport à UPK. Et je vais tout simplement transposer la matrice, sachant qu'elle est orthogonale. Hein. Les deux là sont orthogonales entre elles. Elles sont orthogonales. Donc je vais transposer celle-ci. Donc ça fait cosinus θ. Cosinus θ 1. Alors si je transpose le sinus, il va là. Sinus θ moins sinus θ 0, 0, oui 0, je transpose les 0. Donc si je transpose celui-ci, sinus il vient là, le moins sin il vient là, le 0 il va là, ce 0 là il va là, donc on a, et là, cette matrice là est de nouveau orthogonale. Elle est orthogonale. Donc on a cosinus θ, voilà, UPK par rapport à, enfin la matrice IJK par rapport à la matrice UPK. Donc ça va donner cosinus θ moins sinus θ 0, sinus θ, cosinus θ 0, 0, 0, 1. Et là, voilà exprimé par rapport à l'ancienne base, ben, j'ai la matrice de transformation de la base IJK pour avoir celle de UPK. Voilà. Maintenant, inversement, par rapport à l'ancienne à la nouvelle base UPK, comment s'exprimer par rapport à l'ancienne base qui est la base canonique IJK. Ça c'est la nouvelle, hein. Ça c'est UPK, c'est la nouvelle, bien sûr. On a fait roter IJ en UP vers UP, vers UP. On a fait roter IJ vers UP. K étant resté le même, n'a pas changé, mais c'est la matrice de rotation de IJ vers UP, mais en exprimant IJK, qui est la nouvelle, enfin qui est l'ancienne base IJK connue, pour laquelle on a fait roter sur IJ sur UP, mais on a là on a la nouvelle, et ça c'est l'ancienne. Donc c'est la transformation de l'ancienne par rapport à la nouvelle. Et ça c'est l'ancienne par rapport à la nouvelle, ça c'est l'ancienne exprimée par rapport à IJK à roter en UPK. Donc ça c'est qui est devenue la nouvelle au niveau matriciel par rapport à l'ancienne. La nouvelle par rapport à l'ancienne, et l'autre c'est l'ancienne par rapport à la nouvelle. Mais ancien, j'aime pas tellement ancien nouveau parce que bon, voilà, là c'est UPK par rapport à IJK. Voilà, on a fait roter IJK vers UPK. L'ancien pour moi c'était IJK qu'on a fait roter vers UPK. Donc on connaît l'expression en IJK, mais via la matrice de transformation ici on a UPK. Et ici bon, on a l'UPK, mais on regarde par rapport à l'IJK tout simplement. Je n'aime pas nouveau et ancien, mais voilà, il faut voir ça comme ça. Voilà, parce que IJ a tourné, a roté d'un angle θ pour aller vers UP, mais K n'a pas bougé. Voilà, et là, c'est IJK en fonction de UPK. Voilà. Mais qui est l'ancien, qui est le nouvel, ben ça se discute. Hein. Bon, c'est pas le but du jeu ici. Bon, voilà. Donc ici, vous avez les matrices de transformation qui sont des matrices spécifiques orthogonales. Hein. Donc les matrices orthogonales, on a su trouver facilement, je veux dire,
l'inverse sans calculer la transposée de l'adjointe. Voilà, pas besoin de faire ça. Juste, on sait bien que c'est une matrice orthogonale, il suffit de faire une transposition de la matrice pour trouver la matrice, je veux dire, inverse, tout simplement. Voilà, donc et ça, c'est une nouvelle base. IPK, c'est une base qui est mieux adaptée que IJK dans le contexte de, je veux dire, comment ça appelle ça, de repères polaires, cylindriques. De repères polaires cylindriques. Voilà, vous allez chercher cette matrice-là de transformation. Vous avez tout ici, il suffit de remplacer par les valeurs. Et θ, ça se trouve. Hein, θ, si vous ne l'avez pas, ben, ça reste toujours la même chose. C'est racine carrée de x carré plus y carré vaudra ρ. Alors que x sur y vaudra cosine θ. Cosine θ. Plutôt y sur x. Y sur x va donner tangente θ. Donc on s'est trouvé ρ et θ sans aucun problème. Hein. Bon, c'est pas ça qui change. De toute façon, à aucun moment ici il y a de ρ. Hein. Pourquoi? Parce qu'on parle de vecteurs unitaires. Hein. Ce sont deux bases. On discute en tant que base. La norme d'une base, des vecteurs de base, ça fait 1. Donc il n'y a pas de ρ qui intervient ici. C'est tout simplement pour exprimer l'ancienne base par rapport aux nouvelles, tout simplement. Où IJ a roté. Donc il n'y a pas de ρ ici. Pas de ρ. Par contre, le θ, je peux l'exprimer en faisant toujours y sur x. Là, je trouve l'angle θ. En faisant y sur x. Alors, je vous rappelle que, voilà, quand on est d'un point donné, je connais le y, je connais le x, je connais le z, voilà, x, y, z, dans l'espace. Mais avec le y et x, bon, comme le θ est dans le plan OXY, ben avec le y et x, je peux trouver l'angle θ qui est arctangente y sur x. Arctangente y sur x, et vous avez l'angle θ. Voilà, et donc là vous remplacez dans la matrice et vous avez les expressions de la nouvelle base par rapport à l'ancienne, tout simplement. Voilà, je vous remercie.